Bonjour, nous voici au démarrage de la formation Penser, agir en simplexité. Cette formation est organisée en deux grandes parties et ceci va être notre introduction. Penser, agir en simplexité, c'est la mise en acte de la pensée complexe, c'est-à-dire la méthode de Edgar Morin. Le plan de formation donc, est organisé en deux parties. Une introduction dans laquelle nous sommes en train d'avancer, l'ouverture dimensionnelle, la condensation de la complexité pour pouvoir permettre sa prise en main, et puis une introduction méthodologique à la pensée complexe. La partie 2 va nous permettre d'aborder les changements cognitifs, la méthode exprimée par le contenu de Wikipédia sur Edgar Morin, et ensuite la gouvernance et les prises de décision qui sont consécutifs à l'ouverture complexe. Maintenant, nous allons penser le cadre de pensée. Penser et agir en simplexité. Je peux organiser l'ensemble de notre façon de penser, d'agir, de nous exprimer par quatre grands domaines. Le domaine de la science, de la recherche scientifique, qui a pour but de comprendre et de modéliser la réalité, ce que l'on peut en dire, comment le réel fonctionne, comment la vie se développe, comment l'univers s'est formé, etc. Le deuxième grand pavé, c'est la quête du sens, la question de pourquoi nous sommes là en vie, qu'est-ce que nous faisons de notre vie. Et ce sont plutôt les philosophies, les religions et les démarches spirituelles, la quête du sens, qui ont œuvré dans ce domaine. La science n'a pas de réponse à la question du sens. Il y a un troisième grand domaine qui est celui des arts, la prise en compte du sensible et des émotions, qui permet un autre regard sur le réel, sur ce que nous vivons. Et le quatrième grand pavé, qui est tout l'art de prendre des décisions et d'agir, la gouvernance, la recherche opérationnelle, dans ce cas-là d'appliquer de pratique, de pragmatique, et d'agir sur le réel. Ces quatre grands domaines peuvent être observés de manière interactive. On a besoin de philosophie pour traiter des sciences, on a besoin de philosophie pour traiter des arts, on a besoin de philosophie pour traiter de la gouvernance. Ce sont des reculs, des prises de recul. En ce qui concerne la gouvernance et la prise de décision, c'est le cœur de mise en œuvre de la pensée complexe, penser et agir en simplexité. Et dans cette gouvernance, la pensée complexe est d'autant plus importante, d'autant plus pertinente qu'il s'agit d'agir en situation de crise, celle que l'on connaît aujourd'hui, par exemple, de l'épidémie, de la pandémie du Covid. Maintenant, si on se passe du point de vue de la gouvernance et des prises de décision, l'art d'agir en situation de crise, nous pouvons aborder ceci par différentes approches, les approches sensibles, les approches philosophiques avec les rationalités propres, les approches de rationalité scientifique et de dialectique, comme en philosophie. Et puis, nous pouvons aussi apporter le regard
des rationalités complexes et dialogiques, celles que nous allons avoir à explorer. Et ces différents regards sont nourris de langages, nos langues, les langages informatiques, dans le monde il y en a à peu près 3000, et des langages mathématiques. Pour ma part, j'utilise dans les langages mathématiques essentiellement les notions de géométrie, d'algèbre, l'approche vectorielle et l'approche statistique, aussi un peu de systémique. Dans l'informatique, j'utilise essentiellement l'approche des langages orientés objets qui gouvernent nos machines merveilleuses, nos PC. Et puis, donc, dans les langages, eh bien, celui que je pratique, c'est le français. Bon, voilà. Ce que je pourrais vous dire aussi, c'est que ces 4 grandes familles de regards, rationalité complexe, rationalité scientifique, rationalité philosophique et rationalité sensible, ne s'opposent pas, mais œuvrent avec des poids plus ou moins importants sur la gouvernance. Et donc, nous allons regarder la pertinence des rationalités complexes. Qui dit complexe dit vivre dans un contexte de grande incertitude. La complexité, c'est comment prendre en compte les contextes d'incertitude. Alors, les incertitudes, il y en a du futur, effectivement, la peur de ce qui va advenir, comment va évoluer l'économie, comment va évoluer le comportement social. Il y a des fluctuations de marché, la pérennité fragile des entreprises, cette peur radicale de penser le futur qui conditionne bien des dirigeants, que ce soit des dirigeants d'entreprises ou politiques, à penser le très court terme, à se noyer, à se protéger du futur en étant constamment à l'affût des actions immédiates. Donc, les problématiques aussi de choix de compétences, les vérités intramuros ne font plus recette. C'est-à-dire que les experts du passé sont dépassés par ce qui advient dans le futur, en particulier dans les situations de crise, de catastrophes, métamorphoses telles que nous sommes en train de vivre depuis un certain nombre d'années d'ailleurs. Les incertitudes du présent, trouver la bonne information, l'information qui a du sens. Qu'est-ce que je dois garder? Qu'est-ce que je ne dois pas garder? L'incertitude des engagements. Quelles sont les réactivités adéquates, les stratégies adéquates et quel est le coût de ces stratégies? Et puis de l'histoire, c'est-à-dire de ce que l'on retient du passé, qu'est-ce que l'on doit capitaliser? Quelle est la source? Quel est le référent? Quelle expérience prendre en compte pour pouvoir transposer, pour pouvoir penser l'action du présent qui générera l'action de demain, c'est-à-dire notre capacité à faire face au futur, à l'avenir qui advient, c'est-à-dire notre capacité de résilience individuelle et collective. Une première représentation de la complexité, d'une manière très imagée. Il est très compliqué d'envoyer une fusée sur la Lune ou de mettre un satellite sur orbite. Un très grand nombre d'entreprises sont à coordonner, etc. C'est très compliqué. Par contre, c'est très fiable. Et en cela, ce n'est pas complexe. Par contre, une situation fort complexe dans laquelle on ne maîtrise pas beaucoup de choses, il s'agit par exemple avec une chemise blanche de manger
un plat de spaghettis en sauce tomate, il est très difficile de ne pas faire de tâches. Beaucoup d'incertitudes dans chacun de nos gestes. Le monde actuel est plus complexe, plus incertain que dans les Trente Glorieuses. En fait, c'est une vision qui peut être fausse ou juste. Ça dépend de ce que l'on regarde, c'est le réel ou la réalité, c'est-à-dire la représentation du réel, qui aujourd'hui est beaucoup plus dense car nous avons beaucoup plus d'informations. Notre difficulté à imaginer le monde actuel caractérise aussi sa complexité, c'est-à-dire que nous sommes dans l'indécision de ce qui va advenir, indécision de pouvoir modéliser le futur. C'est aussi la complexité du grand nombre de paramètres à gérer, pour agir dans la modernité. La complexité, c'est ce qui reste présent à notre conscience pour vivre dans ce monde et que notre corps ne s'est pas encore approprié. C'est le fait de devoir vivre dans un monde pour lequel nous ne sommes pas encore, où nous ne sommes plus adaptés. Voilà plusieurs façons de nourrir le contenu du terme complexité. Par opposition à ces différentes approches, je dirais que la pensée complexe serait une pratique qui permettrait d'assimiler, d'intégrer la complexité du monde pour nous simplifier la vie, pour nous adapter plus facilement à son évolution. Comment condenser le monde avec les informations dont on dispose aujourd'hui pour pouvoir prendre en compte et agir en conséquence de manière la plus pertinente possible. Alors, l'une des grandes difficultés pour aborder cette prise en compte de la complexité, c'est l'obligation de changer notre regard. Changer notre regard sur 4 grands paramètres pour une première approche, 4 grands paramètres que j'ai caractérisés par A, B, C et D, et le faire simultanément. C'est-à-dire qu'il faut à la fois changer le regard A, B, C et D. Le premier regard consiste à quitter notre facilité occidentale à caractériser des statuts, passer à une logique de processus pour faire advenir une pensée systémique et plus particulièrement des systèmes qui sont en forme de fonctionnement chaotique. Je me réfère souvent à la pensée des mathématiques de bifurcation qui caractérisent donc ces fameuses catastrophes métamorphoses qui vont de manière analogique transformer la chenille en papillon. Mais c'est des fois beaucoup moins poétique. Le deuxième paramètre qu'il va falloir changer, c'est de sortir des oppositions binaires, des catégorisations binaires de type yin-yang, de type urgent, important, pour arriver à une approche multipolaire. La troisième dimension, c'est rendre les frontières poreuses. Il y a le dedans et le dehors qui correspond à un statut. Par exemple, la culture française n'est pas la culture américaine. Bon, eh bien, cette séparation binaire, dans ce cas, va nous amener à penser autrement le fait que les cultures s'hybrident, se transforment mutuellement
et qu'elles évoluent dans des réseaux cellulaires temporaires avec des frontières très poreuses. Et le niveau D, évidemment, c'est passer, je l'ai déjà employé juste avant, de la logique d'opposition à une logique d'apposition. Une seule lettre change entre ces deux verbes. Et surtout, penser par hybridation, comment l'un transforme l'autre. Donc, si je résume, cette slide qui est déjà très chargée de sens, changer de regard consiste à avoir un regard de type systémique et dans des situations de crise, dans le processus chaotique, mathématique, des bifurcations, avec des matrices multipolaires pour pouvoir prendre en compte plusieurs facettes simultanément, avec des logiques de frontières très poreuses, et en sachant que chacune de ces pôles, de ces observations, de ces cellules, va s'hybrider en interagissant. Systémique, le mot clé difficile, le premier. Eh bien, 10 approches, 10 commandements de l'approche systémique, suivant le macroscope de Joël Doronnet. Il nous faut, dans une approche systémique, conserver la variété. Ne pas chercher l'universel, évidemment. Ne pas ouvrir des boucles de régulation. Prendre en compte les phénomènes de régulation. Rechercher les points d'amplification ou d'amortissement. Rétablir les équilibres par la décentralisation. Savoir maintenir les contraintes. Différencier pour mieux intégrer. Alors, on ne va pas utiliser le mot de dissocier, mais de discerner, se laisser agresser pour évoluer, se mettre en danger quelque part, préférer les objectifs à la planification détaillée, savoir utiliser l'énergie de commande et respecter les temps de réponse. Je dirais, pour prendre en compte de manière métaphorique, faire la différence entre un orchestre de musique classique et un orchestre de musique de jazz, laissant à chacun le pouvoir de s'exprimer, d'improviser, ou alors, dans un domaine plus militaire, sortir de la stratégie du canon, où tout est planifié d'avance, pour fonctionner comme un missile qui, à chaque instant, recalcule la distance et le cheminement qu'il a à faire pour se rapprocher de sa cible étant mouvante. Pour illustrer cette dernière phrase, il y a un livre qui m'a beaucoup apporté, qui est la stratégie du projet latéral pour conduire un groupe, une entreprise, à une mise en œuvre de bifurcation stratégique organisationnelle. Il est intéressant d'imaginer que la cible, c'est-à-dire là où on veut aller, soit très large et qu'elle se nourrisse de petites cibles, c'est-à-dire de cibles formant pulse, où chaque groupe élémentaire va pouvoir trouver sa raison de vivre et son implication, la somme des pulses, formant effectivement la cible de cheminement plutôt que de cible fixe. Car dans les situations de catastrophe métamorphose, les cibles sont mouvantes, se déforment, se transforment, et ces transformations changent à la fois le chemin que l'on parcourt et les personnes qui parcourent ce chemin. Alors, pour faire synthèse, je vais présenter le choix des paradigmes. En fait, c'est dans le livre source de Edgar Morin, Science et conscience,
qu'il a écrit tout début de la rédaction de la méthode en 1982, il distingue le paradigme scientifique, celui de la recherche de la simplification, et donc celui que lui propose de prendre en compte, le paradigme de la complexification, la prise en compte de la complexité du réel. Alors, la simplification s'appuie sur une douzaine de paramètres: la causalité linéaire, le déterminisme universel, l'étude du général et le rejet du particulier, le tout et la somme des parties, tout est analysable, décomposable, la prise en compte du quantifiable et des objets, le rejet de l'événement. Dans ce cadre de pensée, l'autonomie est inconcevable et l'observateur ne fait pas partie de l'expérience. Alors, la pensée complexe ne renie pas ceci, ne renie pas le paradigme de la simplification. Seulement, ce n'est qu'une partie de la prise en compte du réel. Et il faut hybrider cette simplification au paradigme de la complexification, dans laquelle les causalités sont imbriquées, c'est-à-dire qu'un problème peut être source des causes qui ont conduit à ce problème. La dialogique, ordre, désordre, organisation, cette capacité à prendre en compte plusieurs logiques et à les faire travailler simultanément en allant jusque, par exemple, au fait de demander une action et exactement son contraire et dans un lieu, dans un contexte un peu décalé. L'autonomie et l'auto-organisation sont au cœur de la complexification. Il y a complémentarité du particulier et du général. Le tout est plus et moins que la somme des parties. L'individu est beaucoup plus grand que le cerveau qui habite sa boîte crânienne. Et d'un autre côté, le cerveau est beaucoup plus que l'individu, dans le sens où il y a 3 états dans le cerveau: la situation actuelle, la situation à T+1 que l'individu, dans sa globalité, ignore, et l'état de commande qui va transformer l'individu de l'état T à l'état T+1. L'objet est distingué et intégré à l'environnement. Il n'existe pas sans prendre en compte les liens qui le tissent à l'environnement. Il est en interaction avec l'environnement. Il fait partie de l'environnement. La prise en compte des événements, des singularités. Et dernier point essentiel, l'observateur fait partie de l'expérience. Je le disais tout à l'heure, quand on chemine vers une cible qui est mobile, qui évolue dans le temps, cette cible, cette évolution et ce cheminement transforment à la fois la cible, le chemin et l'individu qui le parcourt. Alors, si l'on fait une synthèse globale et très, très simplificatrice, c'est-à-dire qu'il y a 2 logiques à faire cohabiter, à hybrider: l'art de simplifier, de condenser, d'innover, de concrétiser, d'évaluer, et qui est une logique globale de résultat, et une logique plus humaniste, on pourrait dire de cheminement, alors que la première est une logique de cible, donc de relier, de singulariser, d'harmoniser, de donner et de respecter.
une question que j'avais rapidement abordée tout au début en disant que la philosophie avait pour finalité de donner du sens. Je crois que l'on peut décliner cette notion, cette quête du sens, dans les quatre grandes briques que sont l'approche scientifique, l'approche philosophique, l'approche artistique et l'art de la gouvernance. Donc, je décompose cette quête du sens en trois grandes lettres qui sont S, E et M. S pour le sens, E pour l'énergie ou le comment faire, et puis la forme, c'est-à-dire comment on va modéliser cette quête du sens. Alors le sens suit une flèche qui va du passé, l'analyse de la situation, du pourquoi en un terme, vers une cible, un but, une vision du futur qui est très très différent de ce qui va advenir, c'est-à-dire de l'avenir. Le but, la vision sont un futur constructible. Et c'est pour ça que, par ailleurs, je nomme la mémoire du futur, qui doit peser autant que la mémoire du passé et celle du présent dans notre façon de vivre. Eh bien, entre ces deux extrêmes, le pourquoi et le pour quel but, se trouve au milieu une succession d'objectifs qui vont nous faire cheminer de la situation héritée du passé vers des cibles mouvantes qui vont s'auto-définir, s'auto-organiser en fonction du chemin choisi. Donc, le sens étant défini, il va y avoir pour chaque étape à comprendre comment on va progresser. Et cette progression, eh bien, elle consiste à définir si on est à l'objectif ou pas. Si on n'y est pas, quels sont les freins qui ne nous ont pas permis d'atteindre cet objectif. Et quand ces freins sont identifiés, on va trouver les solutions, les stratégies qui vont nous permettre d'atteindre l'objectif. Et une fois atteint, ça va être une itération. Quel est le nouvel objectif? Et le nouvel objectif, ainsi de suite. Le but du but va nous permettre de cheminer dans l'avenir avec des ressources, des compétences qui vont nous permettre d'être résilients à ce qui advient et que l'on est dans l'impossibilité d'anticiper. Et cette énergie, effectivement, va être comme le sens, formalisée dans un cadre, des fiches projets, des comptes rendus de réunion, des plans d'action, dans le but essentiel de simplifier, de condenser, afin de pouvoir communiquer et de partager ce sens. Et puis de qualifier, de valider, d'allouer, d'alarmer, de modifier en continu. Rappelez-vous la métaphore du missile qui recalcule constamment son chemin pour atteindre une cible mouvante. Rapidement, en situation catastrophique, on peut distinguer trois niveaux de risque. Le risque optimal, la réactivité est possible face à un danger avec un délai de réponse adapté. Il y a une anticipation possible et éventuellement une différenciation tardive. On n'est pas obligé de faire tout de suite demi-tour dans une course en montagne, mais on peut attendre un signal faible qui va nous signaler qu'il est temps maintenant de changer de stratégie. Et on peut se piloter ou être piloté par des indicateurs, avec par exemple dans les entreprises la maîtrise statistique des processus. Là, nous ne sommes pas dans une situation de danger. En sachant que le risque, je le rappelle, est à la fois faire face à des menaces potentielles ou faire face à des opportunités qu'il ne faut pas louper. Donc il y a à la fois le côté positif et le côté négatif de l'évaluation d'une probabilité d'un événement particulier.
Les risques importants, c'est un deuxième niveau. Nous savons que la réactivité est encore possible, que la réponse est adaptée, mais il faut une anticipation possible avec la vigilance, l'audit, les revues, le questionnement sur les signaux faibles, et puis un pilotage par projet avec des actions stratégiques de développement pour réduire les menaces, pour atteindre et bénéficier des opportunités. Et le troisième niveau de risque, c'est la situation pré-accidentelle. Donc, typiquement, la situation de crise dans laquelle la réactivité est critique, le délai de réponse n'est pas adapté. L'anticipation possible, c'est l'analyse de situation et la mise en œuvre de facteurs de résilience. La gestion de crise, l'action stratégique de survie, car derrière une situation pré-accidentelle peut advenir l'accident, et il y a donc une stratégie seconde qui est de ne pas se mettre en suraccident. C'est-à-dire qu'un accident va conditionner l'arrivée d'un accident encore plus gros. Exemple, si quelqu'un est avalanché, donc enseveli dans une avalanche, il ne faut pas que le groupe restant en surface, par exemple une dizaine de personnes, soit elles-mêmes en situation de danger par l'arrivée d'une seconde avalanche. Il faut donc un veilleur. Il faut faire attention que les situations pré-accidentelles qui peuvent conduire à l'accident ne génèrent pas un suraccident. Et là, dans la situation que nous vivons actuellement, le confinement, qui est une stratégie d'augmentation de la résistance à la propagation du virus, n'est pas une stratégie de résilience. Ce confinement peut lui-même produire un suraccident, aggraver la situation par les effets collatéraux qu'il génère. Donc, nous sommes actuellement dans la situation de l'épidémie, donc en avril 2020, dans une situation pré-accidentelle ou accidentelle, suivant ce que l'on regarde en termes de dégâts. Nous sommes en situation accidentelle dans les métropoles du nord et de l'est de la France. Nous sommes en situation pré-accidentelle dans une trentaine de départements qui ne sont pas aujourd'hui touchés de manière épidémique par le virus. Donc, le jugement d'un niveau de risque est élaboré, l'évaluation est élaborée de manière très contextuelle. Alors, pour un petit travail de synthèse sur le rapport que l'on peut avoir au passé, au présent et au futur, nous avons à construire une vision du passé qui est notre travail de mémoire du passé, en identifiant nos points faibles, nos points forts, nos compétences, nos itinéraires passés, nos racines, nos freins à l'adaptation. Et puis nous avons besoin d'une vision du présent, c'est construire notre carte du monde de la situation actuelle. Quels sont les risques locaux, les risques globaux, les risques de santé, les risques économiques, les risques sociaux, la panoplie de tous les regards qui vont construire notre représentation de la situation. Et cette situation bouge tout le temps. À chaque instant, quelle est notre mémoire du présent? Notre mémoire du présent doit avoir un certain poids équivalent à la vision du passé. Et puis, nous avons besoin d'une vision du futur, de nos intentions, des ressources à développer, de la façon de développer notre résilience dans le cadre d'une situation de catastrophe métamorphose. Alors, nous avons nos opportunités à saisir, nos menaces, les risques, les suraccidents, la vision de la cible, la vision des enjeux, la vision du chemin. Tout ceci étant aussi extrêmement mouvant. Et ces trois prises en compte de mémoire, mémoire du passé, mémoire du présent et mémoire du futur, doivent habiter à part égale
à un pouvoir aussi important l'un que l'autre pour nous permettre d'imaginer nos actions présentes, notre prise en compte de l'écosystème, des actions du présent, du très court terme, du plan de progrès, dans un cadre qui peut être partageable et qui donne du sens à toutes ces actions. Objectifs de résultats, échéances, plan d'action, adaptation des compétences, mise en œuvre, expérimentation, bilan et itération, prise en compte des ressources et des compétences disponibles. Donc voilà une toute petite synthèse là sur ce qui doit habiter notre carte du monde, notre représentation du monde. Et c'est un travail de longue haleine que d'apprendre à penser ainsi. C'est un entraînement, ça ne vient pas tout de suite. Alors pour clore cette introduction, je vais reprendre à partir de Wikipédia la pensée de la méthode Edgar-Morin. Pensée complexe, la pensée qui relie, reliance. Edgar-Morin utilise le terme de reliance pour indiquer le besoin de relier ce qui a été séparé, disjoint, morcelé, détaillé, compartimenté, classé, trié en discipline, en école de pensée. Il aime aussi envisager les choses dans une combinaison de confrontation, de complémentarité, de concurrence et de coopération, les quatre en étroite synergie dynamique. Il prend de l'attitude d'ouverture. Il aime à dire qu'il est animé par un certain esprit de la vallée, en référence au Tao. L'esprit de la vallée recueille les eaux qui viennent de différents versants. C'est vraiment la notion de dialogique. Faire le pain, fabriquer le pain à partir de toutes les sources de farine pour créer de la diversité, pour être dans la continuité de ce qui est la diversité biologique. Nous avons aussi besoin d'une diversité culturelle pour nourrir notre pensée. Et il a avancé 7 principes guides pour une pensée qui relie, principes qui sont complémentaires et interdépendants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les penser seuls. Le premier principe, c'est le principe systémique ou organisationnel. L'idée systémique est à l'opposé de l'idée réductionniste, car le tout est plus grand que la somme des parties. Les émergences, les qualités ou les propriétés nouvelles apparaissent dans l'organisation d'un nouveau produit que les composants ne possédaient pas. Par exemple, dans la théorie de l'évolution, on est allé des éléments les plus simples, les bactéries, les virus, jusqu'à l'humain, et plus on a accru la complexité et la non-probabilité d'advenir des systèmes aussi complexes, plus on a réalisé que la complexité est un improbable qui se manifeste. Le tout est moins que la somme des parties, également car certaines qualités des composants sont inhibées par l'organisation de l'ensemble. Par exemple, dans un niveau d'émergence d'une société ou d'un groupe, d'une entreprise nouvelle qui se crée, eh bien, le niveau de gouvernance initial est très, très pauvre. Et il va falloir du temps pour que l'organisation se mette en place de manière performante, judicieuse, pertinente. Le deuxième, c'est le principe hologrammatique. Chaque cellule est une partie d'un tout, l'organisme global, mais le tout est lui-même dans la partie. On peut très bien caractériser que, effectivement, la totalité du patrimoine génétique est présente dans chaque cellule individuelle. La société est présente dans chaque individu citoyen en tant que tout, à travers son langage, sa culture et ses normes. Le principe hologrammatique est très important dans la condensation, puisque en traitant d'un problème ou en traitant d'une partie, on a déjà le tout dedans. Quand on rentre dans une entreprise,
Il suffit d'identifier un problème et on va découvrir dans la résolution de ce problème tous les problèmes majeurs qui vont interpeller l'extérieur, l'intervenant extérieur. Et donc, le diagnostic va se faire chemin faisant à travers l'action. Nous y reviendrons un petit peu après. Le principe de boucle rétroactive. L'effet agit sur la cause, referme le processus de causalité de linéarité ouverte, la cause agit sur l'effet. Comme dans un système autonome de chauffage où le thermostat régule le fonctionnement, comme l'homéostasie des organismes vivants. Le principe de boucle récursive. C'est une boucle génératrice dans laquelle les produits et les effets sont eux-mêmes producteurs et causateurs de ce qui est produit. Chaque être vivant est produit et producteur dans un système de reproduction. Les individus produisent la société dans et par leur interaction, et la société, en tant que tout émergent, produit l'humanité des individus, en leur apportant le langage et la culture. Ce principe est au cœur du cours que j'ai animé, Naître humain ou le devenir. Le principe d'autonomie, dépendance, auto-éco-organisation. Les choses vivantes sont des systèmes auto-organisateurs qui sans cesse s'auto-produisent et par là même dépensent de l'énergie pour entretenir leur autonomie et doivent donc puiser de l'énergie dans leur milieu dont elles dépendent pour être autonomes. Le principe de dialogique. Ce principe met deux notions devant s'exclure l'une l'autre, mais qui sont indissociables en une même réalité. La dialogique ordre des ordres, organisation. Dès la naissance de l'univers, les particules physiques comme une dialogique, onde corpuscule. La dialogique individu-société, espèce, présente en chaque être humain. Et nous allons terminer par ce septième principe de réintroduction du connaissant dans toute connaissance. Tout objet machine, tout objet processus inventé contient du sujet qui les a conçus. De la perception à la théorie scientifique de toute connaissance est une reconstruction, traduction pour un esprit, cerveau, dans une culture et un temps donné. Cette rapide description de la méthode de Edgar Morin, de ses grands principes, nous permet de faire une distinction importante entre la pensée complexe, qui est le contenu de son œuvre, de la méthode en 7 volumes, 6 ou 7 volumes d'Edgar Morin, et le principe que j'essaie de présenter, qui est penser, agir en simplexité. Penser, agir en simplexité est une traduction, adaptation, imprégnation de ce que j'ai pu retirer de la lecture de ces différents livres pour les traduire en actes concrets opérationnels dans le cadre de l'entreprise, de l'individu, de chaque type d'activité, qu'elle soit d'organisme politique, comme un conseil général, d'éducation, comme une école d'ingénieur, de la vie de famille, ou de la traversée d'une catastrophe, qu'elle soit individuelle ou collective. Je dirais que de ces 7 grands principes, il y a un principe englobant qui me paraît être dans l'action de faire vivre simultanément la croissance du diagnostic, la croissance de la vision du chemin à poursuivre et la croissance des actions. L'action nourrit le diagnostic qui nourrit la stratégie, qui nourrit l'action. Cette interaction, cette boucle d'interaction permanente qui est au cœur de la trajectoire d'un missile, par exemple, est très éloignée de la capacité
à agir de manière séquentielle, qui est le formatage traditionnel de, des systèmes éducatifs occidentaux, en particulier. D'abord, je pense le problème, je pense le diagnostic, ensuite, je pense la solution, et enfin, je la mets en œuvre. Eh bien, ici, dans une situation de crise, une catastrophe, métamorphose, les trois éléments de diagnostic, de vision, de construction des stratégies et de mise en œuvre sont simultanés et co-constructifs l'un de l'autre. Et je termine ainsi cette première partie qui est une introduction à la pensée, la complexité, dans une dimension très pratique, opérationnelle, que j'ai nommée penser, agir en simplexité. Simplexité, eh bien, j'ai pris ce terme à l'ouvrage de Alain Berthoz, qui est une façon de, dans un environnement improbable, incertain et en incomplétude d'informations, de prendre des décisions, ce que notre cerveau sait faire en continu.